dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage et une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois, j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Moi, ma vie, elle est faite que dans l'extrême. Et donc, du coup, pour réussir à trouver quelque chose plus ou moins encadré où je peux me gérer, moi, j'ai trouvé l'exploration. Alors, bonjour Laurie. Salut. Comment ça va ? Je me porte très bien. Et toi ? Écoute, c'est un vrai plaisir de te rencontrer aujourd'hui chez toi à Biarritz. Si tu le permets, je vais te présenter rapidement pour les auditeurs. Avec plaisir. Donc Laurie, tu es née au milieu des années 80 et dès le plus jeune âge, tu es déjà un grand sportif. Après quelques erreurs de jeunesse, tu es interdit de sortie du territoire pendant 5 ans et cette interdiction te marque profondément. Et dès que tu le peux, tu pars traverser les États-Unis pieds nus avec ton sac à dos. Tu es désormais explorateur professionnel. Tu es le premier Français à avoir traversé le plus grand glacier d'Europe en Islande en solitaire. Mais avant ça, le public t'a connu à travers une émission de survie qui s'appelait Retour à l'instinct primaire sur RMC. Et maintenant, le public te découvre encore plus à travers ton grand projet que tu mènes avec Mathieu Bélanger qui s'appelle Icarus. Au-delà de tes explorations, tu es un entrepreneur et un père de famille. Dans cet échange, on reviendra sur tes explorations passées ou futures, tes différentes entreprises, sur ton mode de vie, tes entraînements, ton alimentation et enfin ta vie de famille. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Laurie, et merci de m'accueillir. Merci beaucoup. J'ai très bien préparé, très bien informé et ravi de participer à ce podcast avec toi. Bon, très bien. Écoute, moi, j'ai une petite question traditionnelle dans ce podcast. Donc, c'est quand tu étais enfant, c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou ailleurs ? Alors, enfant, moi, j'étais fan de Jean-Pierre Papin. Je faisais du foot, donc j'ai eu un élan de carrière dans le foot. Et c'est vrai que j'étais complètement fan de Jean-Pierre Papin parce qu'il faisait que des retournées acrobatiques pour marquer des buts. Et c'est vrai que ça a beaucoup marqué mon enfance de voir à quel point il y avait beaucoup plus de liberté à l'époque et qu'aujourd'hui, des gestes comme ça, on en voit très très peu. Et c'était, maintenant qu'on en parle, une vraie légende. Donc, quand tu étais petit, tu étais assez focus foot. Oui, j'étais complètement dirigé vers le foot. Alors, personne ne le sait, ça, mais moi, ma carrière, elle a commencé sur la glace. Moi, j'ai commencé à faire du sport à haut niveau en hockey sur glace et j'étais gardien. Et je vivais déjà à Saint-Médard-en-Jalles. Il y avait une patinoire là-bas qui faisait partie des Girondins. Et où, en fait, le jour où la patinoire a fermé, ma mère, c'était trop long de m'emmener dans une autre patinoire. Ça demandait d'aller à Bordeaux. C'était presque 1h30 de route pour faire un sport 2-3 fois par semaine. Et donc, j'ai dû arrêter contre ma volonté le hockey sur glace. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers le foot. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, on va avancer un petit peu dans le temps. Donc, à un moment de ta vie, à cause de quelques erreurs, tu te retrouves privé de sortie du territoire français durant 5 ans, c'est bien ça ? Tout à fait. Et en fait, de ce que j'ai compris, cette interdiction est levée, tu décides de partir aux États-Unis en backpack. Exactement. Enfin, ça s'est pas tout à fait passé comme ça et c'est vrai que ça aussi, du coup, vu que on a un peu de temps et tout, je vais te raconter exactement comment ça s'est passé. C'était qu'à l'époque, effectivement, j'ai donc eu, comme tu le dis, 5 ans d'interdiction de quitter le territoire.
et où je suis passé par plein de moments qui ont marqué ma vie. C'est-à-dire qu'au début, je devais aller pointer tous les jours au commissariat. Ensuite, j'ai dû avoir un bracelet électronique. Et ensuite, il y a cette liberté, mais dans laquelle tu n'es pas du tout libre. Et cette liberté, tu es libre physiquement, mais tu n'es pas du tout libre psychologiquement, puisque tu as toutes ces obligations que tu dois payer ta dette à la justice. Voilà, moi j'assume aujourd'hui complètement, j'ai aucun problème à parler de ça, mais c'est vrai que c'est très long et quand on est jeune, c'est très éreintant. Et donc ça m'a complètement galvanisé en me disant, oh là là, le jour où je vais pouvoir, je vais me casser le plus loin du monde. Et en fait, ma mère m'inscrit à un concours chez Louis Pion, une marque de montres, et où quand tu achetais cette montre, tu avais le droit à participer à un concours qui t'offrait un billet d'avion. Et en fait, tu rentrais tes 5 choix et il y avait un tirage au sort. Et quelques mois plus tard, on te contactait pour te dire en fait, tu pars là-bas. Et donc, il y avait donc les États-Unis, il y avait l'Amérique du Sud, il y avait la Chine, plein d'endroits comme ça et tout. Et c'est tombé sur les États-Unis. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis parti aux États-Unis sans vraiment savoir où j'allais dès la première fois. Pas du tout organisé, sans savoir ce que c'est un voyage, sans savoir ce que c'est de prendre l'avion, sans savoir ce que c'est de préparer un sac à dos. Et je suis parti donc effectivement traverser les États-Unis. À cette époque-là, je ne savais pas du tout que ça serait une telle épopée. Mais voilà, ça s'est fait en fait avec un bon d'achat et une destination surprise. Est-ce que ça a duré combien de temps ce voyage au final ? Et donc ce voyage a duré presque une année en fait en finalité, puisque je suis parti et j'ai atterri à New York. Et très rapidement j'ai compris que ça allait pas marcher. Beaucoup d'argent et moi j'en avais très peu. Il en fallait énormément. C'était très grand, tout était disproportionné, c'était fou. Enfin, pour quelqu'un qui n'a jamais quitté sa patrie, la France ou même n'importe qui va aux États-Unis, on te dit c'est à 3 blocs. Toi, tu crois que c'est à côté, mais tu en as pour une demi-journée là-bas à pied, quoi. Donc, tout est complètement démesuré. Et c'est ça qui m'a marqué aux États-Unis, c'est que à la fois, ça peut être incroyablement beau et incroyablement triste ou incroyablement fou. Enfin, tout est vraiment disproportionné. Et donc, les États-Unis, ça a duré 3 mois. Et il s'est passé plein de choses. Effectivement, je l'ai déjà raconté dans d'autres podcasts. Mais ensuite, je suis parti au Mexique. Ensuite, je suis parti, j'ai traversé l'Amérique centrale et j'ai terminé en Amérique du Sud. Et ça a duré en tout 8-9 mois, je crois, avant que je rentre en France. Ok, et justement, j'aimerais revenir sur une expérience que j'ai vue. C'est apparemment, tu t'es retrouvé piqué par un scorpion au fond du Grand Canyon. Est-ce que tu peux raconter ça un peu ? Ouais, carrément. En fait, c'est ma première expérience voyage, entre guillemets, puisque des expériences douloureuses, en fait, c'est un peu toute ma vie, mais c'est la première expérience douloureuse voyage qui fait partie de cette aventure. Sachant que quand même, avant ça, aux États-Unis, je m'étais quand même perdu dans les Everglades pendant 12 jours, sans manger, sans boire et tout. Ça a été une des premières phases de ma vie où j'ai vraiment découvert la solitude avec une grande difficulté à pas savoir m'orienter, à pas savoir comment j'allais survivre, à jeter mon laptop et mes livres tout nus dans la forêt en train de pleurer et tout parce que je pensais que j'allais mourir ici. Et jusqu'à que je trouve âme qui vive au bout du 12e jour. Mais ça a été une expérience terriblement dure. Et j'en ai beaucoup moins parlé dans mes aventures parce que forcément, l'histoire du scorpion, elle est beaucoup plus marquante. Mais effectivement, est arrivé après, des mois et des mois après, presque 1 mois et demi, 2 mois après, l'histoire du scorpion où, pareil, je ne sais pas ce que c'est un trail, je ne sais pas ce que c'est un trek, je ne sais pas ce que c'est une randonnée. J'en ai fait quand j'étais tout jeune avec mes parents et tout, mais je n'ai pas de notion. Et je pars pas du tout, forcément pas équipé, avec un sac, une barre de céréales, je crois un fruit, une couverture de survie, et puis une frontale, quoi. Puis je me dis, je vais descendre, quoi. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu le Grand Canyon, en fait, le Grand Canyon, c'est fou, en fait. T'es en bord de Grand Canyon et tout, et puis c'est une crevasse dans la terre où tu vois pas le fond. Et c'est vrai que moi, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu cette sensation de l'appel du vide. C'était tellement incroyable, tellement beau et tout, que je me suis dit, je vais sauter, je vais voler. Et t'es juste de temps en temps rattrapé par un élan de raison et tout, mais vraiment, ça existe, quoi. Moi, je l'ai vécu au moins une fois dans ma vie. Et je me suis dit, bon, mais ça va pas marcher, donc il va falloir descendre. Et donc, j'entame ce fameux trek pour descendre.
sans avoir prévenu qui que ce soit, en ayant loué une voiture à LA avec de l'eau dans la voiture et tout. Et puis voilà, je dormais dans la voiture pour faire mon petit trip. Et, On dirait le début du film de 127 heures. c'est un petit peu ça. Et puis c'est vrai que puis voilà, l'histoire est assez simple. Je descends. Puis à un moment donné, il est trop tard pour que je remonte. Et donc, je décide de descendre tout en bas à ce qui s'appelle Indian Village. C'est un tout petit endroit où on peut planter sa tente si on a pris un billet, effectivement. Donc, tout est payant aux États-Unis, il faut le savoir. Et donc, je me retrouve là-bas à devoir esquiver un petit peu le garde qui me fait comprendre que je ne suis pas le bienvenu et que c'est un endroit payant et que, voilà, il faut repartir. Et donc, moi, je me suis tapé, je crois, 6-7 heures déjà, je ne sais plus combien d'heures de descente. J'ai des crampes, je suis épuisé, il faut que je dorme. Et l'histoire, c'est que je me pose en bord de rivière, donc la Colorado River, et je me pose, et puis je me dis, pas grave, hein, moi, dormir à la belle étoile, c'est vraiment pas un souci, quoi. Et donc, je me pose, et là, il commence à pleuvoir. Et on m'avait dit, surtout, s'il pleut, ne reste pas du tout sur les rives du fleuve, parce que le fleuve sort de son lit et arrache tout sur son passage. C'est pas une petite rivière comme chez nous, en fait. C'est vraiment un fleuve torrentiel avec beaucoup de puissance et tout ça, et qui arrache la roche et tout, qui creuse la fissure, en fait, du Grand Canyon. Donc, c'est très, très violent. Et donc, je m'écarte et je me dis, bon, je vais remonter un peu en amont. Et j'ai vu qu'il y avait un petit spot un peu plus couvert et tout, et j'y vais. Et là, je commence à sortir ma couverture sur lui, à me poser et tout, puis à me dire, je suis quand même le roi du monde, quoi. Je suis le roi du monde, je suis aux États-Unis, je suis dans un endroit, en fait, c'est presque pour ça, en fait, que j'ai fait ce voyage, quoi, tu vois, c'est pour vivre des émotions comme celle-là. Et là, je commence à fermer les yeux et je sens une piqûre sur mon épaule gauche. Et ça me surprend, je fais un geste assez brusque, tu vois, et je le prends avec, je vais chercher quelque chose avec ma main droite, et là, je sens que ça me repique sur la main droite. Et moi, je me suis déjà fait piquer par des insectes dans la vie, des tans ou des mouches, des guêpes, tout ce que tu veux. Enfin, pas la mouche, mais plein d'insectes où je me suis déjà fait beaucoup mal et tout. J'ai beaucoup souffert de ça. Et là, je sens que c'est quand même largement supérieur à une douleur classique. Et ce qui est dur pour moi, je sais pas si tu es au courant, mais moi j'ai un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'analgésie congénitale. Et du coup, c'est super dur en fait pour moi de savoir le seuil de douleur, s'il est élevé, pas élevé, parce que moi j'ai pas un seuil de douleur normal en fait. Ce qui me permet pas de ressentir la douleur normale. Donc du coup, quand j'ai mal, ça se trouve, c'est hyper grave et moi je ressens pas beaucoup de douleur. Et donc, je mets un coup de frontal et là, stupéfaction, un scorpion. Et donc, Mais tu t'y connaissais pas en scorpion. Ouais, voilà, ce que j'allais te dire, c'est ça, c'est que pour te donner et pour te remettre dans le contexte, c'est que moi, c'est mon premier voyage, en fait, tu vois. C'est mon premier voyage. Je suis à l'autre bout du monde et tout. J'y connais rien en bébête, j'y connais rien en scorpion et tout. Et moi, je me dis, je vais mourir ici comme un con. Et là, je me dis, mon pauvre mec, quoi, t'as fait le malin, t'as voulu partir à l'autre bout du monde et tout, tatata, et bien tu vas mourir comme un gland au milieu des rocailles, après t'être fait gicler du village à 200 mètres, et tu vas mourir comme un débile. Et alors là, tu te rappelles tous tes films que tu as réussi à voir dans ta jeunesse. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Le rythme cardiaque va ça. Enfin bref, je te place plein de détails. Mais c'est vrai que j'essaye de plein de techniques. Je commence à sortir mon couteau. Je me dis, je vais me couper le doigt. Je regarde mon épaule. Je me dis, il m'a quand même piqué 2 fois. Ça va faire un peu coriace à décortiquer. Je me pisse dessus. Enfin, je fais tout ce que je connais en me disant, je vais essayer de m'en sortir. Et puis, jusqu'au moment donné où j'abdique et je me dis, je vais aller chercher ce gardien qui m'a foutu dehors, quoi. Et là, je reviens en marchant pour pas accélérer mon rythme cardiaque et tout, parce qu'en fait ça se diffuse, je l'ai appris que plus tard en fait, mais que ça se diffusait sous peau, quoi, c'est dans le système nerveux. Et du coup là je gueule évidemment, je parle pas anglais, hein, je précise aussi, je parle pas du tout anglais, je gueule et puis là il se passe rien, personne pour le coup. Je me dis c'est un foutage de gueule, tu vois, je me dis c'est un gros foutage de gueule, et donc je me dis vas-y, crie encore, et il se passe rien et tout. Et puis, je vois ce téléphone-là avec Emergency Phone. Je pète le scellé et je suis paniqué, mais comme jamais, quoi. Pour moi, je vais mourir, quoi. Et franchement, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je le souhaite pas à mon pire ennemi, en fait, cette sensation. Où, en
en fait, c'est pas comme quand tu te dis je suis condamné, je vais mourir peut-être dans 6 mois ou 1 an. Et déjà, cette sensation est déjà très dure. Mais là, tu as l'impression que ta vie, elle va s'arrêter dans 3 minutes, quoi. Parce que c'était quoi comme effet, justement Mais si tu veux, les effets instantanés, tu les ressens pas, mais les effets à long terme, c'est donc tu commences à avoir des grosses paralysies. En fonction du scorpion qui t'a piqué, tu peux avoir une mort instantanée ou tu peux avoir des paralysies à vie, paralysie sur le moment. Tu commences à avoir des frissons, chaud, froid, il se passe plein de choses. Mais ce qui déclenche, de toute manière, moi je le savais pas tout ça. Et ce qui est vraiment dur, c'est de croire que tu vas mourir et que tu vas mourir et puis de te dire qu'en fait ta vie défile et que c'est terminé. C'est horrible en fait. Et c'est vrai que au fur et à mesure qu'on avance, je pète ce scellé, je tombe sur une meuf qui me dit non mais t'inquiète, de quelle couleur est le scorpion? Je dis il est marron. Ah non mais c'est bon, tu vas pas mourir et puis elle raccroche. Je dis à tout moment elle a pas bien compris ce que je suis en train de l'expliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la rappeler. Et je la rappelle. Et elle voit que je suis paniqué de ouf, tu vois. Et elle me dit, bon, ok, je balance l'hélico. Et moi, je me dis, what, ok, bon, vas-y, sauver, quoi, tu vois. Sauver l'hélico et tout. Puis moi, je m'en bats les couilles, tu vois, je calcule pas. Et en fait, là, je me rappelle, je sais pas pourquoi, en 2 minutes, d'un pote à moi qui a tapé dans un poteau à Miami, qui s'est pété 2 phalanges, 3 phalanges, et qui est sorti avec une cuenta à $600. Et moi, dans ma tête, je vois l'hélico arriver, tu sais, avec une pancarte. Ton trip est fini. C'est terminado, rentre chez toi, tu vois. Et j'avais pas d'argent, pas du tout, tu vois. Et donc, du coup, je la rappelle et je lui dis, bon, attends, t'es sûr, ok, pour le scorpion, c'est bon, je vais pas mourir? Et elle me dit oui. Et je lui dis, bon, annule l'hélico. Et là, je me pose sur une chaise. C'était la pleine nuit, hein, donc il était 2-3 heures quand je l'appelle et tout. Et là, je me pose sur une chaise et je commence à me dire, je vais me poser tranquille, je vais pas mourir, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais attendre le petit matin. Et là, j'attends, je me pique avec un couteau toutes les 10 minutes, un quart d'heure, je mets des réveils et tout. Je fais tout ce que je peux pour essayer de savoir s'il se passe quelque chose dans mon corps et tout, de ressentir les choses. Et au bout d'un moment, je me pique et je me plante ma lame et je sens plus rien du tout. Dans mon épaule et dans mon doigt et tout, je sens plus rien. C'est une paralysie en fait des membres. Et là, je suis pris de panique et je me dis, c'est le moment où il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il faut que je rentre. Et grossière erreur, je décide de repartir pour rentrer, en fait, pour remonter tout en haut du Grand Canyon. Et donc là, ça a été un désastre. Ça a été un énorme désastre parce qu'en fait, la diffusion du venin mélangée au manque d'eau me générait en fait une atrophie des muscles. Si tu veux, à chaque fois que je faisais un pas dans le Grand Canyon, ces espèces de grands paliers où tu avances toujours avec la même jambe, et à chaque fois que je faisais un pas, en fait, j'avais des contractures à tous les membres de mon corps. C'était un enfer. J'étais obligé de me faire des garrots avec mon t-shirt que j'ai déchiré et tout. C'était horrible, horrible, horrible. T'as mis beaucoup plus de temps pour remonter. Ouais. Et donc, en vrai, je sais plus combien de temps j'ai mis, mais il me semble que de mémoire, j'ai mis un truc comme 16 heures à remonter, 16 ou 18 heures à remonter, qui a été un véritable enfer. Et à chaque fois que j'avançais, je marchais côté paroi parce que je tombais. Et le dénivelé, en fait, plus je montais, plus le dénivelé était important. Et ça a été un enfer. Et quand je suis arrivé tout en haut, en fait, j'étais encore à 2 heures de la voiture parce qu'elle était sur le parking de départ. Enfin, et je me suis pas fait prendre en charge parce que je savais que ça coûtait de l'argent et tout. J'ai pris ma voiture. C'était une voiture automatique des États-Unis et j'ai réussi à rentrer à Phoenix. J'avais un contact là-bas et à Phoenix, j'ai été pris en charge par l'hôpital et elle a payé tous mes soins, la personne qui m'hébergeait. Et si j'avais pas été pris en charge à temps, c'était une paralysie à vie en fait. Ok. Ah ouais. Donc j'ai été en fauteuil roulant pendant 1 semaine parce que je pouvais plus marcher à cause de l'atrophie et du venin qui créait des contractures et des atrophies. Et après, voilà, c'était ma première expérience avec une vraie expérience de survie Exactement. à l'extrême. Ouais, en voyage et seul surtout. Ouais. Parce que des expériences de survie, j'en avais déjà eu plein dans ma vie avec mon père, avec plein de choses et tout. Mais clairement, seul, à devoir se débrouiller et se dire qu'il faut survivre comme ça. En plus, dans un pays étranger. Exactement, sans avoir la langue, sans rien avoir et tout, pas de repères, c'est très très dur. Ouais. C'est très dur et c'est pour ça que si aujourd'hui j'en rigole et que c'est une histoire qui est fameuse et tout ça parce que je la raconte, clairement, voilà, moi je pousse personne à faire ce que je fais. Il faut partir préparé. Je l'ai pas fait pendant des années et tout. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je le répète pour les gens qui nous écoutent, mais voilà, prévenez vos entourages.
Je sais que la plupart des gens le font et que c'est moi qui étais débile, mais voilà, il faut jauger l'importance de partir seul en se disant on va être coupé du monde. Oui, mais quand même, voilà. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux mourir seul ou pas? Un minimum de précaution. Donc. Exactement, c'est très important. Sécurité. À faire en prenant ses précautions. Ouais. Ok, très bien. Donc après ce voyage, tu reviens en France. Là, on va dire que tu te calmes un petit peu et tu crées une entreprise, c'est ça? Alors, l'entreprise, elle est arrivée, oui, dans ces eaux-là, puisque je ne sais plus à quel âge je suis parti, mais il me semble que c'était 21 ans que je suis parti aux États-Unis. Et après, j'ai entamé qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que l'entreprise est arrivée plus tard, en fait. Je suis rentré en France. Ah non, voilà, je suis allé à Paris, en fait. Après ça, je m'étais inscrit dans une école de cinéma avant de partir faire cette expérience-là. Et je suis rentré 1 an plus tard, en fait, 8 mois plus tard. Et j'ai embauché à l'école, pieds nus, en rentrant de mon voyage en Colombie. Et en fait, j'ai pris cette expérience comme Paris, je l'ai pris comme si c'était une continuité de mon trip, en fait. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais devoir survivre là-bas aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été un fiasco terrible. Puisqu'à Paris, je faisais une école de ciné. En fait, je travaillais la nuit. Je vivais dans un garage. Tu vois, ça, c'est des choses que les gens ne savent pas de moi. Je vivais dans un garage parce que j'étais tout seul à Paris et que quand tu arrives tout seul à Paris, que tu connais personne, t'es qu'une merde, quoi. Donc, je suis arrivé à Paname, j'avais personne. J'avais juste mon année que j'avais payée avec un prêt avant. Et où mon père s'était porté garant. Et voilà. Et je travaillais sur un salon pour faire du nettoyage la nuit. Et la journée, j'étais en train d'apprendre une école de cinéma. Et puis, voilà. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que je suis tombé gravement malade à force de vivre dans un garage. Et que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital à cette époque-là. Et au bout d'1 an et demi, en fait, je suis rentré auprès de ma famille qui m'ont pris en charge, qui m'ont accompagné. J'ai eu des gros problèmes en fait, de trachée. J'avais des infections à la trachée à force de vivre dans le froid et l'humidité. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me rebâtir et tout. Il y a eu la naissance de ma fille. Enfin, la mère de mes enfants a déménagé à Bordeaux. On a créé une famille. Et l'année qui a suivi, effectivement, l'année de la naissance, l'année suivante de la naissance de ma fille, je faisais déjà partie d'un cercle d'entrepreneurs. Et on m'a proposé de créer un concept, de rallier un concept où moi, je faisais un corps d'état, l'autre faisait un autre corps d'état. Et en fait, à 3 entreprises, on arrivait à faire des maisons clés en main. Et le concept a largement évolué au fur et à mesure avec le temps. Donc, j'ai bâti une entreprise. Au début, je faisais que des maisons comme ça. Et ensuite, je me suis dirigé vers des maisons écologiques, des maisons passives. J'ai monté un concept qui s'appelait Passive House, où je créais des maisons 100% écologiques avec des matériaux recyclés. Et en fait, ça a été un énorme boom parce que c'était en 2015, un truc comme ça. Et c'était un peu les devants en fait, de cette redirection écologique voilà, dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, j'ai été leader du marché pendant je ne sais pas combien d'années. J'ai gagné énormément d'argent et ça ne m'a pas du tout plu, en fait. L'exploration te manquait? Ce qui m'a manqué, en fait, c'était le défi, quoi. En fait, j'avais monté une entreprise, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'ai monté un nouveau concept, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et au bout d'un moment, je me suis fait chier. Je voulais m'exporter à La Réunion, dans d'autres endroits où j'avais des opportunités là-bas, faire des écoquartiers entiers. Et donc, moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est le défi. Et voilà, et je partais de plus en plus, en fait. Et plus je gagnais d'argent, et plus je partais de mon entreprise, et plus ça se passait mal, puisque j'étais absent. Et plus je sentais que j'avais un besoin de partir, d'aller faire des stages de survie, d'aller partir dans d'autres pays pour monter des trucs débiles. Donc, c'est comme ça que j'ai beaucoup voyagé aussi. Hein. J'ai fait plein de stages de survie en Guyane, je suis parti au Brésil, je suis parti en Asie, j'ai fait plein de trucs. Et puis, un beau jour, je me suis dit, je vais péter les plombs, en fait. Si tu veux, je voyais pas mes enfants parce que je couvrais toute une région, c'était très dur. Je couvrais tout le Nouvelle-Aquitaine, donc c'est quand même une très grande région, de Bordeaux jusque dans les Landes. Et des fois, je partais pendant 10 jours, je voyais pas mes enfants et je me suis dit, c'est pas du tout ça que je veux, quoi. Alors oui, certes, je l'ai toujours dit, j'ai très bien gagné ma vie. Je roulais avec des super gros véhicules, je manquais de rien et tout, mais en fait, c'est pas du tout ça qui m'animait. L'argent, pour moi, c'est important pour être heureux dans la vie.
certes, mais c'est pas ce qui te rend heureux si t'as que ça, quoi. Et à ce moment-là, tu continues à voyager Je voyageais avec les copains. C'est ce que, tu vois, je partais au Sri Lanka, je partais en Grèce, j'ai fait les premiers voyages avec mes enfants et tout. Mais ça me manquait, en fait. C'est ça qui me manquait. Et puis donc, un jour, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, je vais tout arrêter. Et j'ai arrêté mon entreprise. Et avant de péter les plombs, j'ai pris un billet pour l'Asie. Et je suis parti en Asie. Et puis, je me suis dit, c'est ça que je kiffe, quoi. Et t'es parti en Asie, comme ça, avec ton sac à dos, sans plan, vraiment. Sans plan, sans rien. Et en plus, la compagnie aérienne a perdu mon sac. Je me suis retrouvé avec ma bite et mon couteau, hein, comme on dit. Et là, vraiment, en mode survie. Comme ça, du jour au lendemain, je sais pas combien d'années après, à pas m'être retrouvé à partir seul et tout. Et je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est ça que j'aime, quoi. J'aime être seul, j'aime en chier, j'aime galérer. J'aime me retrouver dans des situations délicates, dangereuses, où il y a de l'adrénaline. Voilà, c'est ça que j'aime et c'est ça que je vais faire surtout. Et donc, ce qui m'a animé, c'est de me dire que j'allais... voilà, j'ai commencé à bouffer les livres de Mike Horn, j'ai commencé à bouffer les livres des mecs qui faisaient des choses incroyables. À l'époque, c'était Bear Grylls, c'était d'autres personnes. Et je me suis dit, ouais, ces mecs, c'est des légendes. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ce concept d'exploration, c'est le multisport. Tu vois, il faut être bon en ski, il faut être bon en alpi, il faut savoir faire du canoë, du vélo. Et moi, je suis pas comme justement Steven, tu vois, le Yarrick que tu as vu dans ton dernier podcast. Lui, il est spécialiste dans le vélo, il fait d'autres choses, évidemment. Il a trouvé un créneau hyper particulier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la globalité de l'exploration. C'est vraiment de te dire qu'un jour, tu fais un truc et le lendemain, c'est autre chose, quoi. Et ça me rend ouf. Et parce qu'il faut que tu t'entraînes dans une discipline que tu connais pas, il faut que tu te bâtisses entièrement et tout. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'y connaissais rien du tout. Rien du tout. Je savais même pas ce que c'était de lever de l'argent. Au début, j'ai financé mes propres expéditions. Il a fallu que je me fasse un nom tout seul. Et puis, avec le temps, j'ai compris comment ça marchait, comment il fallait faire. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire que ouais, il fallait que j'en fasse quelque chose vraiment d'important. Ouais, parce que justement, après, enfin, tu me dis si je me trompe, mais ta première, on va dire, grosse expédition médiatisée, c'est celle en Islande. Enfin, déjà avant, il y a l'émission. Ouais, il y en a une que tu oublies aussi, en fait, qui a été le point de départ. C'est que je suis allé dans les Bardenas, un petit désert. Et je me suis dit, putain, j'y connais rien et tout, mais je vais traverser ce désert. Alors, pour la plupart des gens qui nous écoutent, le désert des Bardenas, c'est rien, tu vois, parce que les gens, ils y vont en camion, ils y vont en voiture. Mais moi, je suis parti pieds nus avec une roulette, quoi, avec une espèce de brouette, tu vois, que je tirais tous les jours. Et c'était hyper dur, parce que voilà, c'est hyper aride. J'ai mis 17 jours, ma première expérience, dans l'extrême chaud, dans un désert qui est juste à côté, qui est en Espagne, qui m'a rien coûté trop en argent, mais qui m'a mis dans des difficultés hors du commun. Ouais, parce que tu étais sans assistance. Exactement. J'étais sans assistance, sans rien. Et c'est là que j'ai compris que c'était compliqué, que c'était dur. J'ai perdu beaucoup de poids. Dès que je captais plus, donc j'avais pas de téléphone satellite, j'avais rien du tout. J'étais vraiment un pauvre mec, quoi, qui essayait de pousser ses limites en cherchant sa voie. Et des fois, je passais des coups de téléphone. Et ça, j'en parle de temps en temps, c'est que mes enfants ne veulent pas décrocher, en fait. Parce que c'est là que tu apprends que quand tu es père de famille, il faut que tu sois tous les jours avec tes enfants. Et quand tu n'es pas là, le monde continue de tourner, mais t'en fais plus partie, quoi. Ouais, leur papa leur manque, quoi. Exactement. Et donc, ça a été super dur. Et j'ai découvert... Et j'ai fait mes armes, en fait, comme ça. Et pendant l'Asie, on m'avait recruté pour cette émission, effectivement, celle dont tu as parlé, Retour à l'instinct primaire. J'étais pas du tout chaud pour la faire au départ. Et puis, en fait, il y a eu ce concept de survie. La même année, on m'a proposé Koh-Lanta ou cette émission-là, Retour à l'instinct primaire. Et puis, j'y connaissais rien du tout, la télé. Autant te dire que j'y connaissais rien. Donc, j'ai choisi celle qui me paraissait le plus dur, en fait. Ouais, en ayant vu les vidéos, ça a l'air quand même beaucoup plus dur que Koh-Lanta. Voilà. Et donc, ça a été très dur et tout. Et donc, j'ai été très puriste. Après coup, je pense que je ferai Koh-Lanta maintenant, mais parce que la médiatisation est plus importante et que ça m'aurait certainement plus apporté en termes de sponsor peut-être ou quoi. Mais voilà, j'ai une petite visibilité. Il s'avère que j'ai joué le jeu à fond. Et je suis parti en Afrique du Sud. Le concept, c'était effectivement survivre pendant 3 semaines nu avec un objet de ton choix et qui a été validé par un expert survie. Et tu es en binôme avec une personne que tu n'as jamais rencontrée. Et au départ, moi, ça faisait très survie, très dur. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années que ça a plus dérapé sur un peu de la télé-réalité.
moi, je le perçois pas comme ça parce qu'il y a une vraie difficulté, parce que c'était vraiment très dur et parce qu'il a fallu vraiment avoir un mental d'acier, il a fallu vraiment user de techniques de survie et tout ça. Je me suis préparé fort, j'ai préparé mon estomac justement à pas manger du tout, à faire plein de choses. Et puis voilà, ça a été le début d'une autre vision pour moi de l'expédition, parce que je me suis dit, ok, donc en fait, toute ta vie, tu as fait des trucs seul, tu as pris des risques, tu as toujours été sans assistance et ça t'a toujours freiné. Ok, t'es barjo, ouais, mais là, dans une émission où tu peux courir dans les roseaux à 300, à marcher sur des Black Mamba et tout, et à risquer ta vie, eh bien, à 2 minutes, il y a une assistance qui va te réanimer si tu meurs. Et ça m'a rendu barjo. En fait, le fait de te dire je peux tout faire parce que je suis assisté me donne accès à encore plus de folie. Et ça, c'est ouf. Et je me suis dit, ok, à partir de là, je veux une équipe derrière moi. Je veux une équipe qui m'accompagne. Et en fait, je vais découvrir des sensations encore plus extrêmes que si j'avais été seul. Parce que si jamais j'ai un problème, en fait, je peux prendre plus de risques dans un sens parce que je sais que je vais être sauvé si jamais... pas toujours, attention, hein, mais la plupart du temps, je peux être sauvé parce que j'ai une assistance. Et là, je me suis dit, oh là, ça va me rendre complètement azimuté. Et c'est comme ça qu'ont débuté toutes mes aventures. Et donc, j'étais beaucoup plus dirigé vers les aventures tropicales ou subsahariennes. Guyane, Brésil, Amazonie ou désert, Sahara, Maroc, des endroits comme ça. Et puis est venue tranquillement la découverte du polaire. Et là, tu t'es dit, je vais partir en Islande, traverser le plus grand glacier d'Europe. Exactement. En fait, à l'époque, je cherchais à me faire un nom. On va se le dire comme ça. Et je me suis dit, ok mec, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te faire un nom? Et c'est comme ça que j'ai choisi mon expédition. Je l'ai choisi sous plusieurs critères. Je l'ai choisi parce que c'était de proximité, c'était pas très loin. Je l'ai choisi parce que je voulais dénoncer quelque chose aussi dans ce pays. Je voulais dénoncer le tourisme de masse, où quand on prend une destination et qu'on en fait la coqueluche de Monsieur Tout-le-Monde, on dérouille le pays et on le laisse comme ça, lessiver après que tout le monde soit allé dans ce pays-là. Et l'Islande fait partie des endroits où justement ils sont passés de 200 000 visiteurs à 2 millions. Et en fait, c'est une île qui n'est pas du tout préparée avec la structure et tout. Et j'avais envie de dénoncer ça. Voilà. L'Australie s'est fait massacrer. Bali ou plein d'endroits se sont fait trucider et tout parce que d'un coup ou d'un jour, un mec a trouvé un spot. Et en fait, voilà. Et donc, moi, ça me saoule, ça. Voilà, ça me saoule. Et donc, à travers cette expédition, je voulais parler de ça. Et effectivement, je me suis dit, il y a quand même un glacier, il y a quand même un gros truc à relever et tout. Il y avait à l'époque qu'un Italien que j'avais vu qui a réussi, qui s'appelle Alex Bellini, qui m'a conseillé, d'accord, qui m'a aidé, et en me disant, mec, tu peux pas partir seul. Et moi, je me suis dit, je vais partir seul. C'est parce qu'il te l'a dit, tu t'es dit, je vais y aller seul. Ouais, et puis tu vois, il y a aussi cette ignorance, en fait. Il y a cette ignorance de pas savoir ce que c'est la vraie violence d'une expé polaire, des vrais vents et tout. Quand tu connais pas, si tu veux, tu peux pas avoir peur de ce que tu connais pas. Et par contre, voilà, c'était super excitant et tout. Je me suis dit, je vais faire ça, tu vois. Et donc, je suis parti, j'ai monté un crowdfunding, j'ai commencé à essayer de me faire financer à droite à gauche, trouver des petits sponsors et tout. Et puis, il y en a qui m'ont accompagné, 1, 2. Je me suis retrouvé avec Firepot, Millet, des gens, tu vois, un peu costaud et tout. Je me suis dit, bon. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que personne n'y croyait. Mais toi, tu croyais? Moi, j'étais persuadé que j'allais réussir. Mais tout le monde m'a dit... ok, on te donne du matos et tout, mais juste parce que on sait que tu vas y aller quoi qu'il arrive, donc autant que tu sois bien équipé. Mais pour tout le monde. Et il y a une personne qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Frank Corbery, et qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là, et qui m'a raconté après coup, en fait, qu'ils étaient en train de mater à distance tout ce qui était en train de se passer, et qu'au fur et à mesure, au début, tout le monde se foutait de ma gueule. Ouais, mais regarde-le, il sait même pas ce que c'est un Gore-Tex, machin, un truc bidule. Et en fait, j'ai mis 12 jours à traverser le plus grand glacier d'Europe et non seulement c'était un record du monde, mais en plus de ça, je suis le premier Français à l'avoir réalisé en solitaire avec des conditions déplorables. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, tout le monde a fermé sa gueule. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire parler de moi. C'est ok, ce mec est cramé, mais il lâche rien. Ouais, parce que là encore, en Islande,
encore une fois, tu me dis si je me trompe, mais tu t'es encore retrouvé dans des situations de survie, mais qui étaient complètement différentes de ce que tu avais eu avant. Donc, comment tu as su t'adapter? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu as vécu et comment tu as su t'adapter à des choses complètement C'est une nouvelles? expé dont on a peu parlé, tu vois. Et du coup, si on a le temps, je t'en parle un peu parce que c'est une expé dont j'ai peu parlé, mais il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé beaucoup de choses parce que déjà, toute personne n'y croyait, ça a été super dur. Je me suis retrouvé tout seul. Effectivement, parce que je n'y connaissais rien. J'y connaissais rien, donc pour moi, c'était complètement réalisable. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé en Islande. Et c'est drôle qu'on parle de ça parce que hier, j'ai fait un post justement en parlant de ça, d'un mec qui m'a photographié pendant que j'étais sur cette expédition et qui m'a accompagné, sans certainement lui aussi trop savoir où c'est qu'il foutait les pieds. Mais quand je suis arrivé en Islande, personne ne voulait m'aider. Les gens m'ont dit, mec, on te montera pas en 4x4 sur le glacier, non, tu vas mourir, abandonne, ne fais pas ça, ne fais pas ci, tu réussiras pas, tu sais pas à quoi tu t'attaques. Et tout le monde avait raison, sauf sur le fait que j'allais pas réussir. Ok, ouais, c'était fou, c'était cramé. Et voilà, j'ai été accompagné par en plus, j'ai eu la chance en fait en cours de route de trouver quelqu'un qui m'accompagne. Donc, il y a Samy Billon qui travaillait pour l'agence Zeppelin qui m'a accompagné pour faire un reportage. Et même lui, il ne savait pas où c'est qu'il foutait les pieds. Et il est venu faire quelques photos, quelques images de drone et tout ça. Et puis voilà. Et puis en fait, moi, je suis parti. Il m'a abandonné en haut du glacier après avoir fait quelques nuits avec moi. Et puis, ça a été un vrai désastre. En fait, j'ai fait que grimper. Moi, c'est la première fois de ma vie que je faisais une expé polaire. Je n'étais pas bien équipé. J'ai choisi des skis de rando pour faire du ski nordique. Je me suis 3 fois trop équipé en poids. Alors, j'avais 2 poulkas parce que j'avais ramassé les déchets sur la première partie de mon aventure. Et j'avais beaucoup trop de matériel. Enfin, je suis parti comme un débile. Je n'avais pas de doublons sur des réchauds. Je n'avais pas de doublons sur des câbles. Vraiment, c'était très dur. Et donc... au fur et à mesure, en fait, j'ai fait mes classes. J'ai perdu un thermo. Et le thermo, en fait, si t'en as pas, tu meurs, quoi. Parce que le thermo, c'est ce qui te permet de vivre la journée, de garder ton eau au frais. Parce que si tu fais pas chauffer ton eau le soir, tu fais pas fondre la neige, et que le lendemain, t'as pas d'eau. Et si t'as pas de thermo, l'eau gèle. Donc, en fait, tu peux pas t'hydrater. J'en avais 2, j'en ai perdu 1. En fait, on se dit quand il fait froid, c'est bon, on a moins besoin d'eau, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en plus, tu as une dépense calorique et énergétique qui est énorme. Le ratio est beaucoup plus important dans le polaire que justement dans le chaud. En fait, si tu veux, ton ratio de dépense et ta dépense calorique, elle est beaucoup plus importante. Et donc, tu te déshydrates beaucoup plus vite parce que tu transpires beaucoup plus, parce que c'est un circuit fermé qui est au milieu. C'est comme si tu marchais dans un duvet, en fait. Et donc, j'ai découvert... tout ça, en fait. J'ai découvert comment on mettait des couches, des sous-couches, le Gore-Tex, la doudoune, au-dessus, en dessous. J'ai fait mes classes. J'ai survécu déjà rien qu'avec un thermo de 75 centilitres par jour. J'arrivais à boire que 75 centilitres par jour d'eau. C'était horrible. La tente, c'était pareil. Enfin, voilà, j'avais pas une tente adaptée, je savais pas la monter. J'ai passé des crevasses... en me rappelant des tutos YouTube. Donc voilà, je veux dire, quand on en arrive là, c'est qu'on est quand même extrêmement débile. Donc aujourd'hui, j'en rigole et c'est bien d'en rigoler, mais la baraka sourit pas à tout le monde. Et donc moi, voilà, je suis pas du tout un exemple. Et je pousse personne à faire ce que je fais. Et quand les gens me contactent, je leur dis, je suis désolé, gars, mais je vais pas vous aider, quoi. Ou alors je vais t'aider parce que je vais te donner toutes les informations, parce que j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs et que tu le feras certainement sans moi aussi. Donc là, je vais t'aider. Mais au-delà de ça, sinon, non. Et pendant cette expédition, ça a continué, passer les crevasses. Et puis après, il y a eu une tempête, plus de 150 km/h de vent. Et c'était l'époque où je venais juste de faire la rencontre de Mathieu Bélanger qui faisait mon assistance par Garmin. C'est lui qui m'a dit, prends-toi un Garmin Explorer pour qu'on puisse communiquer. Il m'a appris tellement de choses. Et il s'est dit, OK, ce mec, je vais l'accompagner parce que de toute manière, il va y aller. Et voilà. Et moi, je devais descendre par une voie avec des broches à glace et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et j'ai pété des arceaux de tente. Mes poulkas se sont arrachés, envolés alors que je les avais fixés. Enfin, j'ai vécu un enfer avec une tempête qui m'a d'ailleurs enlevé les titres de sans assistance et en autonomie totale, puisque j'ai dû essayer de trouver de l'aide ou aller dans un refuge pour trouver une barquette supplémentaire pour finir mon aventure. Et j'ai pas pu en fait dire sans assistance et en autonomie totale parce que du coup c'était pas le cas. Mais par contre, j'ai fait en solitaire et j'ai quand même malgré tout. C'était une question de vie ou de mort en plus. Ouais.
Et bizarrement, j'ai quand même réussi à battre en plus ce record de l'Islandais, l'Italien, pardon, pour la traversée, quoi. Mais c'est vrai que voilà, je suis arrivé, j'ai dû appeler les secours en leur disant venez me chercher à l'arrivée. J'avais des crevasses dans les pieds parce que j'avais des chaussures de ski et pas des chaussures de. Enfin voilà, des détails qui ont fait toute la différence. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas monté, tu vois, par exemple, les images de l'Islande parce que j'ai jamais eu le temps et parce que ça coûte de l'argent et que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me disait ça. Mais les images, quand je les regarde, les images de ma GoPro, elles sont terrifiantes. Elles sont terrifiantes. Et voilà, il y a des choses qui se passent. Et je suis en larmes en haut du glacier. Je suis au bout de ma vie. Voilà. Donc, l'Islande, c'était quand même quelque chose de très, très dur. C'était une première approche polaire. Et en fait, c'est comme si j'avais, en l'espace de 12 jours pour le glacier, rattrapé 10 ans de formation, quoi. Ouais, c'est ça, tu étais en formation accélérée. Exactement. Et tu t'es dit, plus jamais je pars comme ça. Enfin, ouais, pas plus jamais, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est en chier, c'est devoir relever les défis. Mais par contre, je me suis dit, je vais tout faire aujourd'hui pour être mieux préparé, quoi. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler avec Mathieu Bélanger. Ouais, bah justement, on va reparler de Mathieu et justement de l'expédition Icarus, la fameuse expédition juste après. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a tendance à quand même pas mal oublier dans ton métier du coup d'aventurier, d'explorateur. C'est qu'avant tout, tu es un sportif de haut niveau, que ça te demande un entraînement et une constance qui est incroyable. Tu peux nous raconter un peu? Oui, mais justement, on a évoqué donc ma fameuse vie d'entrepreneuriat où moi je faisais 87 kilos déjà, donc je mangeais avec des commerciaux tous les jours, je vendais des maisons à 250 000 $, et c'était pas une vie saine en fait. J'avais pas le temps de m'entraîner, j'avais pas le temps de prendre soin de moi et tout, et j'étais quand même gros, quoi, tu vois. Moi je fais 1m73, donc quand tu fais presque 90 bombes, c'est que bon, bah, t'es bien enrobé, quoi, on va le dire comme ça. Et j'ai déménagé ici à Biarritz. J'étais à Bordeaux, je déménageais à Biarritz et je me suis dit je vais commencer une nouvelle vie, quoi. J'en peux plus d'être gros, j'en peux plus d'être comme si je me regardais plus dans la glace et tout, c'était un enfer. Et j'ai changé, j'ai décidé donc d'arrêter comme je l'ai dit tout à l'heure, mon métier d'entrepreneuriat avec cette entreprise-là, de cesser cette activité et de reprendre en fait cette activité sportive et ce côté sain. Et donc là, ma vie a breaké. Ma vie a complètement changé. J'ai perdu 10 kilos rien que le premier mois. Rien qu'en changeant mon alimentation, en enlevant les sucres, en enlevant les produits issus de raffinerie, donc tout ce qui est produit pâte blanche, farine blanche, tout ce qui est issu de produits qui ont été modifiés. J'ai fait plein de tests sur moi, sur mon alimentation. J'ai décidé d'être suivi par un coach sportif et au début de faire le minimum, hein, puisque ce qui a fait la différence, c'était complètement l'alimentation. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a des choses qui n'allaient pas sur moi. Notamment dans mon système digestif, notamment dans ma façon de me préparer, notamment tout le monde est différent et moi je n'ai absolument aucun conseil à donner à qui que ce soit. Chacun, je pense en fait, avant de prôner je suis végétarien, je suis vegan, je suis carnivore, je suis végétalien, ou tout ce que tu veux, je m'en fous. Moi je pense clairement qu'il faut faire des expériences sur toi. Et ensuite tu pourras dire pour moi, c'est ça qui est le plus adapté. Moi, je prône aucune alimentation. Par contre, après avoir fait toutes ces expériences, voilà, moi, j'aurais tendance à... Moi, je suis flexitarien. Ça veut dire que je ne vais pas m'interdire un bout de viande à l'année. Mais par contre, dans 99% de mon alimentation, il n'y a pas de viande. Voilà. Donc, j'aurais tendance à être végétarien, mais je ne mange pas de viande. J'ai arrêté les produits laitiers. J'ai complètement arrêté les sucres, j'ai arrêté tout ce qui est issu de la vache, le lait de vache et tout, c'est compliqué. Ou si j'en bois de temps en temps pour me faire un bol de céréales, c'est exceptionnel, encore une fois. Moi, j'ai décidé en fait de trouver mon... Qui te convenait. Voilà, et de trouver mon équilibre en fait à travers justement quelque chose qui n'est pas dans la frustration. Parce que quand on commence un régime, quand on commence quelque chose, que ce soit n'importe quoi, que ce soit quelque chose à haute dose, c'est juste quelque chose qui va être intense, mais qui ne va pas durer. Et moi, c'est pas ça qui me convient. J'avais testé plein de choses avant et tout. Et en fait, ce qui me convient, c'est de pouvoir faire un écart de temps en temps, mais de rester à 99% dans ma lignée. Et c'est ce qui me convient à moi. Et donc, du coup, j'ai allié le sport et du coup, des nouvelles disciplines
à mon alimentation. Et donc, dans l'alimentation, j'ai aussi décidé de faire des expériences sur la chrononutrition, sur les jeûnes intermittents, sur la façon dont tu vas mettre des aliments avant parce que tu les digères plus lentement et tout. J'ai fait plein d'expériences comme ça. Et du coup, moi aujourd'hui, je fonctionne en jeûne intermittent. J'arrête de manger à 16-17 heures. Je ne mange pas jusqu'au lendemain midi. Je fais mon sport le matin. Même des fois, quand je fais 2 entraînements, en général, je le fais quand j'ai fini mon jeûne tard le soir et tôt le matin. Voilà, je mange le cru avant le cuit. Je fais plein de choses comme ça. Là, par exemple, tu vois, depuis que je suis rentré après le confinement et tout, j'ai fait un énorme jeûne où j'ai fait 5 jours de jeûne à 1 repas par jour et j'ai fait 7 jours de jeûne hydrique, donc juste à l'eau. Je bois pas une goutte d'alcool et tout. Et c'est vrai que cette préparation-là, elle est inconnue de la plupart des gens. Et nous, dans l'expédition, elle est encore plus dure parce que si tu veux, toute l'année, tu as un régime, entre guillemets, ou voilà, quel que soit le régime que tu as. Moi, je suis plutôt végétarien, donc si tu veux, je me tiens à ce régime-là et tout. Et au moment donné où tu pars dans une expédition, par exemple polaire, où tu vas avoir énormément de dépenses caloriques, il faut que tu prennes du poids. Il faut que tu prennes du poids, et prendre du poids quand tu es végétarien, et c'est des bonnes graisses, et il faut prendre aussi des mauvaises graisses pour pouvoir taper dedans, et bien c'est contre-productif en fait, parce que toute l'année, toi, tu essaies d'être fit et de t'entraîner et tout. Et en fait, quand tu vas voir un diététicien, une naturopathe ou un nutritionniste, eh bien, tout le monde se met d'accord. On crée des programmes qui sont spécialement dédiés pour les personnes qui partent en expédition. Mathieu, il est carnivore, tu vois, lui, il mange beaucoup de viande et tout, et moi, pas du tout. Donc, on a dû créer des choses sur mesure. On est parti dans des centres, se faire calculer le taux d'eau, la masse graisseuse, la masse musculaire, la masse osseuse et tout, l'équilibre du corps. En fait, on est des grands sportifs. En fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que nous, on a des contraintes de grands sportifs. Et ce qui fait chier vraiment, je suis désolé, mais c'est qu'on n'est pas considérés comme des sportifs parce que c'est une discipline qui n'existe pas. Et c'est super dur, quoi. Parce que moi, je me tue. Et je respecte le mec qui part en motocross et qui fait une course ou 2, 3, 5, 10 l'année d'une heure peut-être ou 45 minutes. Mais moi, je pars des mois en fait. Je pars des mois risquer ma vie et je me suis entraîné pratiquement 18 mois pour cette expédition-là. Et aujourd'hui, on n'a pas d'argent, c'est dur. On part loin de nos familles. Enfin, il y a beaucoup de contraintes. Et cette contrainte d'être un sportif où justement, moi, j'ai fait le choix d'être dans des multidisciplines, eh ben, c'est qu'en plus de ça, il te faut de l'argent pour tester toutes les disciplines en fonction de l'expé que tu fais, de l'alpinisme, du vélo, il faut que tu fasses du rameur pour aller pagayer, ou il faut que tu apprennes à faire du surf-kite et tout. Donc, c'est très dur d'allier... En fait, tu as besoin d'être un couteau suisse complet. Complètement. Dans tout, en fait, pour survivre aussi au final. Exactement. Il faut que tu sois doué dans toutes les disciplines et que tu aies la frustration de jamais exceller dans une seule. C'est assez impressionnant et justement, je pense que le projet Icarus, ça montre bien aussi toute la dimension sportive qu'il y a dans ce métier parce que, enfin, c'est vrai, tu vois, même moi au début, on te parle de Mike Hord, de plein d'explorateurs et tout, tu dis pas forcément c'est des sportifs de haut niveau, mais en fait, il y a énormément de concessions derrière. Il y a beaucoup de concessions et il y a beaucoup de préparation et énormément mental aussi, hein, parce que si tu veux, je vais te le dire brutalement, tu vois, mais moi quand je pars de la maison, on discute de rapatriement de corps, on discute d'assurance vie et on discute de si on trouve ton corps, qu'est-ce qu'on en fait pour les enfants, tu vois. Donc c'est pas des conversations que tu as avec tout le monde, c'est pas des conversations que tu as tous les jours. Et c'est ce type de conversation qu'on a. Donc, tu vois, en fait, ça illustre très bien la difficulté du métier qu'on fait. Il y en a qui font d'autres métiers à risque, d'autres métiers durs et tout, mais tu vois, on parle avec Mathieu du projet Icarus et on se dit, OK, si tu rentres pas, qu'est-ce que je dois dire à ta femme, quoi? Enfin, je sais pas, mais... Ouais, c'est pas des choses que la majorité des gens... Tu vois, t'es là et t'es en train de parler d'un truc et tout, et donc t'es obligé de lui dire, écoute, ça serait bien qu'on ait un repas avec ta femme et la mère de mes enfants et qu'on se dise comment on va faire, parce que si ça arrive, moi je veux pas de problème, tu vois. Et donc voilà, et donc effectivement, le projet Icarus, c'est ça. C'est une dinguerie en fait, parce que le projet Icarus, moi j'y suis allé parce que je me suis dit, ce mec est fou. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs ce que c'est le concept? Le projet Icarus, en fait, donc c'est Mathieu Bélanger qui l'a créé. Et lui, il était fan d'alpinisme, il est fan d'alpinisme et d'un mec qui s'appelle Messner et qui a créé le projet des 7 sommets. Donc le projet des 7 sommets, en fait, c'est un projet d'alpiniste qui consiste à faire chaque sommet le plus élevé de chaque continent avec des codes, des règles.
Donc, il y en a qui vont prôner sans assistance, sans oxygène et ainsi de suite. Donc, ça passe par l'Everest. Il y a un sommet par continent, en règle générale, qu'il faut effectuer. Et lui, il s'est dit, OK, mais tout le monde l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui va faire que ça va être fou? Et il me dit, moi, ce que je veux, c'est qu'on rallie chaque sommet sans aucun moyen motorisé et faire un tour du monde complet. Et donc, en fait, tu crois que le sommet, c'est le plus dur? Mais pas du tout. Le plus dur, c'est entre les sommets. C'est d'y aller. C'est d'y aller. Donc, tu vois, la première année, lui, il a fait l'Aconcagua en solitaire. Il a passé le champ de glace de Patagonie. Quand tu regardes la carte qu'on a établie et tous les trajets qu'il y a à faire, ça fait flipper. Donc, cette année, nous, on a été rapatriés par le Covid. On était sur le chapitre 2 pour faire l'ascension du Denali par le passage du Nord-Ouest. Et en fait, le Denali, je sais pas, mais c'est 6200 des brouettes. Mais le plus dur, c'est les 3 mois qui précèdent l'ascension du Denali où on marche sur les mers gelées à moins 66. Tu vois. Donc, c'est ça qui est fou. Il faut apprendre des nouvelles disciplines. Donc, là, il fallait apprendre du ski kite, il fallait tirer une poulka, il faut faire du vélo, il faut faire de l'alpinisme, il faut faire de la descente en ski. Et je me suis dit, ce mec est complètement taré, quoi. Et ça t'a plu? Je signe. Je signe grave. Et je signe grave. Et quand on a commencé Icarus, lui, il finançait encore ses expéditions à hauteur de 20-30 000 euros. Et moi, je lui dis, mec, attends, c'est pas possible ça. Moi, ça fait un moment maintenant que je fais ça et tout. Et je peux te dire, au moins, l'équipement, c'est sûr et certain, on va pas le payer. Et donc, on a justement commencé à préparer cette expédition, aller chercher des sponsors. On a beaucoup travaillé avec les Norvégiens, notamment Borghi, des gens qui nous ont aidés. On a travaillé avec des très grandes marques comme Elsport, comme Alpha, et parce qu'on avait des contacts là-bas, Asnes et tout. Ça a été incroyable. Les gens nous ont soutenus le projet Icarus et tout. Et même en ayant été rapatriés, aujourd'hui, on garde de très bons contacts avec toutes ces personnes, les gens comprennent. Et voilà, et le projet Icarus, c'est un projet qui est établi sur 7 ans. Donc, chaque année, on est censé faire un chapitre. Et cette année, en 2021, on est censé faire l'Elbrus en Russie et de rallier l'Elbrus au Kilimandjaro. Et ensuite, traverser l'Afrique par le fleuve Congo. Et donc ça, vous allez le faire en vélo? Alors, la première partie, donc on fait l'ascension de l'Elbrus, ensuite on descend, on traverse la Turquie à vélo, 1500 km, et ensuite on prend un bateau, et là on traverse pour aller rejoindre le Kilimandjaro, enfin l'Afrique, le Kenya. On fait l'ascension du Kilimandjaro, un peu de vélo, et après rebateau pour traverser le fleuve Congo. Et en fait, ce qui est fou, c'est que chaque année, c'est complètement différent. Un jour, tu es dans le froid, l'année d'après, dans le chaud. Un jour, le prédateur, c'est un ours ou un loup, et l'année d'après, c'est le kidnapping et le meurtre. Donc, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui me plaît. C'est un projet sur le long terme. C'est un projet sur le long terme, mais en fait, c'est ça aussi le but de cette aventure, c'est qu'on en revient à un côté puriste, en fait. Si tu veux, nous, ça nous a saoulés de voir que des mecs qui sont partis en Norvège pendant 15 jours et qui fassent un film de ouf, alors que nous, c'est là où on va s'entraîner, quoi. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place, quoi. Je veux dire, on est dans un ère où on parle des 2.0 et voilà. Mais pour nous, il y a beaucoup de branlettes et ça nous saoulait. Et on avait besoin d'un projet où quand quelqu'un se penche dessus, il dit « Ok, ces mecs-là, c'est pas que des couillus, c'est aussi des vrais. » Voilà. Et nous, c'est ça qui nous a plu. On se fout en fait d'avoir des followers et on se fout de gagner beaucoup d'argent si à côté de ça, on est des pains sucés et qu'on n'est pas respecté. Donc, on a choisi d'avoir un projet très dur, très puriste. Et même si des fois, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un petit jeune qui a fait une vidéo à sensation dans son jardin en train de faire un truc de survie dans sa forêt. Il a plus de retombées que nous, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça, parce que vous, si on revient un petit peu en arrière justement sur le chapitre 2 que vous avez fait pour rejoindre le monde Denali en Alaska, déjà vous partiez pour une expédition de 5 mois, ouais. C'est ça? Bon, malheureusement, avec le Covid, ça a été arrêté, mais déjà, vous étiez donc pendant plus d'1 mois en ski tous les jours, à monter votre tente. Enfin, est-ce que tu peux raconter un peu le quotidien? Ouais, carrément. Mais ça, c'est énorme qu'on parle de ça aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Et c'est un des premières interviews où je vais parler de ça, du rapatriement et de cette expédition. Donc, ouais, on est parti d'un village inuit, d'une contrée canadienne très, 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 très dans le nord, où il n'y a déjà plus grand-chose, ou qui n'est accessible que par avion. Et donc, on s'est lancé sur les mers gelées. Donc, c'est l'océan Arctique, clairement, au sens propre du terme, qui congèle.
et qui, à des températures tellement négatives, devient la banquise. Et nous, on marche sur la banquise et donc on affronte les températures, qu'elles soient froides, extrêmement froides, venteuses ou autres. Et ce concept, voilà, il est assez simple. Tu marches et tu crées une routine et tu avances avec tes skis, voilà, et c'est toujours la même routine. Tu fais 10-12 heures de ski de rando, mais c'est plutôt nordique. C'est des skis qui sont plus fins, plus élancés, et il n'y a que le devant de la chaussure qui est attaché, ce qui te permet de vraiment monter, et il n'y a pas d'attache à l'arrière. Tu es toujours en train de tirer ta poulka. La poulka, c'est une espèce de barquette, pour les gens qui ne connaissent pas, ou comme une espèce de luge qui est à l'arrière, où on met tout notre matériel, donc notre nourriture, notre tente, et tout ce qui est attenant à la survie, quoi. Et donc, on s'arrête 7-8 fois par jour, des mini-pauses de 10 minutes, parce qu'il fait tellement froid, en fait, que si tu t'arrêtes pendant la journée, eh bien, tu ralentis donc, ton système immunitaire, tu refroidis ton corps, et donc, c'est le moment où, si tu n'as pas monté ton camp, tu peux mourir sur place. Donc, en fait, on ne s'arrête jamais, vraiment. On fait des mini-pauses, 7-8 par jour. On prend une barre de céréales ou deux, on boit un peu de café et d'eau qu'on a fait la veille, et on avance. Et tous les soirs, c'est le même rituel. On monte la tente, on monte un piège à ours autour de la tente. Donc, il y a des trucs particuliers qui existent. On a une arme de poing pour la sécurité à l'intérieur de la tente. Et là, tous les soirs, on vérifie nos bobos, on regarde si on n'a pas des grosses engelures, où c'est qu'on en a, s'il faut qu'on les protège. On doit cuisiner, on doit recharger nos appareils de navigation. On doit faire tout ce qu'on doit faire quand on est posé. Et c'est le moment de délivrance, un peu de détente, même s'il fait moins 40. Voilà, nous, en fait, ça aussi, il faut le comprendre, c'est que quand on dit moins 66, c'est température ressentie. Nous, on a eu jusqu'à moins 66, et c'est l'alliage entre le vent et la température en degrés Celsius. Donc, nous, quand il faisait moins 30, moins 35, croisé à des vents de 80 km/h, il y a des tableaux qui existent et où tu vois directement que tu es à plus de moins 50, quoi. Et ça, c'est très dur. Et il y a des petites expériences douloureuses où, voilà, il y a des jours, tu vois, par exemple, tu t'es mal habillé. Et, dans quel sens tu t'es mal habillé? Donc, quand tu es au milieu de la glace et que le matin, tu te prépares, en fait, pour partir. Donc, si tu veux, déjà, il faut que tu comprennes que ton manteau et ton pantalon, tu le laisses dehors et ils congèlent, en fait. La transpiration congèle. Mais c'est plus important de laisser la transpiration se congeler, comme ça le matin elle est devenue solide et tu peux la brosser, que de garder l'humidité. Donc le soir, tu laisses tes vêtements extérieurs, tes peaux extérieures dans l'abside, ce qu'on appelle l'abside. C'est la partie qui n'est pas fermée de la tente, mais qui a quand même une première couche, une peau qui te permet d'être couverte du vent à l'abri. En général, on y fait un trou dans l'abside pour enfoncer nos pieds, pour être assis. Sinon, ça ne s'assoit jamais. Donc, tu mets la tente, tu as l'ouverture sur les fesses et devant, tu as l'espèce de hardtop, quoi, qui te permet de, quand tu creuses dans la neige, quand tu peux, parce que quand c'est de la banquise, c'est impossible de creuser, évidemment, c'est trop dur. Et tu laisses ces affaires-là. Tu laisses tout ce que tu n'as pas besoin dehors. Et le matin, tu t'habilles, tu choisis tes sous-couches, donc les caleçons, laine de mérino, pour ceux qui veulent savoir. C'est millimétré, hein. Et tu choisis tes chaussettes, et les chaussures bien au sec. T'enfiles tes premières couches de chaussons qui vont aller à l'intérieur de la chaussure. Et ainsi de suite, tu rajoutes tes couches. Et il y a un jour, je me trompe de couche. Et en fait, mon effort fourni est le même que les jours précédents. Mais par contre, le fait que je sois plus couvert me fait beaucoup plus transpirer et ma dépense calorique est plus importante. Et là, je me dis, je vais l'enlever, quoi. Mais par moins 40 degrés, c'est... Et j'ouvre ma veste et en 10 secondes, ma veste venait de prendre 7 kilos. Ma transpiration s'est transformée en glace sur tous mes vêtements et ça a été complètement impossible de contrer ce processus, en fait. Ta transpiration avec le vent mais gèle instantanément. Et du coup, du liquide, on se transforme en solide. Et la veste prend littéralement 5 kilos. 5 à 7 kilos. Mais le pire, c'est que pour réussir à faire fondre la neige
parce qu'il y a effectivement tout ce qui est couche extérieure, donc tu vas réussir à l'avoir. Mais après, il y a entre les différentes couches de ton vêtement, où ça, c'est terminé. Il fait tellement une température négative dans la tente que même si tu rentres ta veste dans la tente, elle va pas dégeler. Donc, c'est un enfer. Comment Et tu donc- t'en es sorti? Et comment tu t'en sors? Heureusement, on a ce qu'on a un backup, on a un backup du backup, on a toujours plusieurs vestes et tout ça. Et sinon, il faut rester 4 jours dans la tente avec les réchauds à sécher ta veste, sécher. Et là, en fait, tu utilises du fuel, du kéro, et donc tu dis, si je n'utilise trop, après, je pourrais plus manger. Et là rentre le casse-tête du ravitaillement et de la préparation, en fait. J'ai assez de ça pour faire cette distance-là. Si j'en bouffe plus, j'ai un peu de marge, mais pas trop. Et après, clairement, on va se le dire, t'as plus de réchaud, t'es mort. Ouais, parce que à ce moment, enfin, si tu manges pas chaud, si tu n'arrives pas à faire fondre ton eau, c'est C'est terminé. fini, c'est terminé. Donc, on a, pour te donner une idée, on a 10 réchauds quand on part. Ah ouais. On Et a il 10 y en a plein qui deviennent hors de qui meurent. service. On a des kits de réparation. Voilà, on doit trimballer toute notre nourriture entre les points de ravitaillement. Donc, des fois, on peut avoir, je sais pas moi, 250 barres de céréales. Nous, pour le cas, quand on part, moi, je sais qu'elle pesait plus de 120 kilos, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, après, ce qui se passe, c'est que le soir, quand vous arrêtez, vous mangez. Le matin, vous mangez. Mais après, tout le reste, comme tu l'as dit, c'est que des barres de Exactement. céréales. Ah, exactement. Toute la journée, c'est que des barres de céréales. On ne peut pas se permettre de s'arrêter. Donc, on marche. Et en fonction des conditions météorologiques, on marche 8 à 12 heures par jour. Et toi, dans ce moment-là, en fait, j'essaye de comprendre, parce que bien sûr, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Mais comment tu t'occupes? Parce que quand même, tu marches 10 à 12 heures par Ouais. jour. Comment tu fais pour... à quoi tu penses? Est-ce que tu as des petits rituels, des jeux, des choses comme ça? Déjà, il faut savoir que la navigation, ça prend beaucoup de temps. Donc, quand on est deux, c'est un travail d'équipe. Si tu veux, celui qui navigue, c'est celui qui va beaucoup se fatiguer. C'est celui qui va... Moi, j'ai confiance à mon partenaire. Donc, si c'est lui qui est en train de naviguer, moi, j'ai juste à suivre ses traces de ski. D'accord? Si c'est moi qui navigue, il faut que je regarde mon GPS, il faut que je regarde ma boussole, il faut que je fasse des points. C'est moi qui cadence en fait l'avancée et la progression. Donc, c'est moi qui dois regarder l'heure, c'est moi qui dois dire à tel moment, il faut qu'on s'arrête pour manger, même si t'as pas faim, on mange quand même, on boit une boisson chaude. Et en fait, voilà, c'est moi qui suis, qui regarde s'il y a des prédateurs, bien sûr qu'il le fait aussi, mais lui, ça devient beaucoup plus machinal en fait, et il me suit, ou alors c'est moi qui le suis. Et en fonction de la condition physique et mentale de chacun, et c'est un qui va guider, on tourne la journée, et ainsi de suite. Mais quand tu guides, tu penses qu'à ça. Quand tu guides, tu penses qu'à ça. Par contre, quand tu es derrière, effectivement, tu as du temps. Tu as du temps, et là c'est ce que je disais qui est très attenant à la préparation mentale. Et voilà, qui a été un peu plus dur pour Mathieu que pour moi. Moi, j'ai l'habitude de partir, mes enfants et tout ça. Et Mathieu, moi, il vient d'avoir un bébé. À ce moment-là, il vient d'avoir un bébé. Il allait rater son anniversaire et tout ça. C'était un enfer. Et il a eu beaucoup de temps pour penser à l'arrière. Et ça peut très rapidement tourner à l'enfer. Bah ouais, c'est sûr. Ta famille te manque, t'es seul, tu comprends pas pourquoi tu fais ça, tu doutes. Moi, je suis très animé par le défi et je veux être le meilleur et je veux réussir ce challenge. Je veux bouffer les records, je veux bouffer Mike Horn, je veux bouffer tout le monde. Mais voilà, moi, je suis plus égoïste que Mathieu. On est différents, on est très différents, on est très complémentaires. C'est pour ça aussi que ça marche très bien, cette union. Et voilà. Et c'est vrai que c'est long. Lui, il écoute beaucoup de podcasts, justement. Qu'il a enregistré son téléphone, il écoute toute la journée quand il est à l'arrière, il écoute beaucoup de podcasts, ça lui permet d'être ailleurs. Moi, pas du tout. J'écoute de la musique un petit peu et tout, mais sinon, je pense à ce que je suis en train de faire. Et c'est drôle parce que la plupart des gens te diront ouais, comment tu fais, ouais, comment tu fais. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de souffrir dans la vie, notamment psychologiquement, et donc du coup, ça me dérange pas que ça soit dur et de me dire ok, c'est dur. Moi, je vais vivre ce moment-là en fait. Je vais accepter que ça soit dur, que mes enfants me manquent. S'il faut chialer un bon coup ou s'il faut faire quelque chose un bon coup, faut le faire. Mais je pense pas qu'il faille aller à l'encontre de ce que tu ressens parce que ça va être qu'une bombe à retardement. Et moi, je peux pas me permettre en fait de péter les plombs. Ouais, voilà. Tu préfères l'accepter plutôt que le refouler. Il faut l'accepter parce que sinon, tôt ou tard, tu vas péter les plombs. Et en fait, quand tu pètes les plombs, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu es au milieu de la banquise, tu risques ta vie, celle de ton partenaire, donc c'est pas possible. Si tu n'acceptes pas ces choses-là et que tu les travailles pas quand ça arrive à l'instant T, c'est
toute l'expédition qui est en danger. Et ça va te rendre moins alerte je sais pas, aux prédateurs. Il y a des ours blancs, il y a des loups et tout. Enfin, je veux dire, voilà, tu vois, ça. Une expé polaire, en fait, ce que j'aime dans l'expé polaire, c'est que t'as pas droit à l'erreur. Voilà. Une mauvaise technique, un mauvais choix, n'importe quoi, tu meurs dans l'instant. Voilà, c'est de la méthodologie, t'as pas le choix. Et quand t'es deux, en plus, il y a une autre vie aussi. Exactement. Qui compte Et donc, sur toi. c'est à la fois des fois une force et à la fois une faiblesse. Hein. On va pas se mentir. Hein. Il y a des moments qui sont très durs. Quand t'es à deux, t'en as marre. Toi, t'as beaucoup plus de gouache, t'as envie d'envoyer grave et tout. Et l'autre, il suit pas, par exemple. Moi, je me suis vachement préparé pour ça. J'ai des cannes très, très puissantes. Et donc, j'envoyais très fort. J'avais beaucoup plus de poids. Même à un moment donné, on a réparti les charges. J'ai pris de son poids parce qu'il avançait pas assez vite. Et voilà, et à côté de ça, il est beaucoup plus dans la technique. Il est beaucoup plus fiable dans l'orientation. Donc voilà, c'est un travail très dur. Ah bah vous êtes arrivé à être complémentaires, même si en fait vous vous connaissez pas depuis si longtemps que ça. Mais Exactement. On a fait beaucoup de sorties, mais oui, clairement, on est très complémentaires, clairement. Ah bah c'est une force en plus, parce que surtout quand tu sais que tu quittes ta famille pour passer 5 mois dans une tente. C'est une expérience complètement différente que de partir en solitaire. Après, moi, je suis très amoureux de la solitude. J'aime, t'es responsable que de toi, tu fais tes propres choix, tu peux en vouloir à personne. Voilà, il n'y a pas d'échappatoire en fait. Ça peut être la faute de personne en fait. C'est toi. Ça, ton erreur, tu l'as su. Exactement. Et alors qu'à deux, tu as toujours la possibilité et l'opportunité de t'en remettre à l'autre et du coup de le critiquer ou de. Voilà. Donc, tout est bon. Moi, je dis, il faut faire les expériences. Progresser les deux en soi. Complètement. Donc, c'est super. Complètement. Il ne faut pas être fermé à tout ça. Et voilà, ça t'apprend beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup appris et ça m'apprend encore beaucoup. Bah écoute, c'est super. Moi, j'espère pouvoir te refaire un épisode après le Kilimandjaro, après chaque chapitre. Avec grand plaisir. Moi, j'espère déjà qu'on pourra repartir. Voilà, on est dans une période délicate et tout ça. Et on doit continuellement adapter nos expés, nos trucs. Voilà, c'est très dur parce que nous, on vit de ça et qu'on ne peut plus partir et que voilà, on fait pas 1 million de conférences, on ne fait pas 1 million de trucs. Et ça nous emmène directement à des problèmes financiers aussi, tu vois. Donc, c'est pas facile de faire tout ça dans la période dans laquelle on est. Ouais, là, t'es impatient, en tout cas, je comprends. Bah justement, pour finir, une petite dernière question traditionnelle. Tu as dit que justement, sur la banquise, tu écoutais pas mal de musique. Si tu devais en choisir une, ce serait laquelle ? Sans hésiter, c'est Talak de Booba. Moi, je suis fan de ce gars. Je suis fan du mec, en fait, qui est parti de rien et qui a réussi à monter un empire. Voilà, j'aime moins ce qu'il fait aujourd'hui, mais par contre, voilà, la rage de ce mec-là, quand il a débuté, c'est la même que je ressens. Je lui ai d'ailleurs fait une énorme dédicace quand j'étais au sommet du Vatnajökull en Islande, où j'ai fait floquer un drapeau, la piraterie n'est jamais finie. Voilà, moi j'aime bien ces petits clins d'œil. Et puis il faut savoir aussi d'où on vient, quoi. Moi j'ai beaucoup vécu dans la misère, j'ai beaucoup fait voilà, je suis un mec de la street. J'ai pas de mal à le dire et c'est aussi ça qui casse les codes aujourd'hui, c'est que je suis pas un mec parfait et que je suis pas fait HEC ou je sais pas quoi et je me suis fait tout seul dans toutes mes aventures. Ouais, bah, c'est super et bon, Booba pourra savoir qu'il est écouté même jusqu'à sur la banquise, donc carrément mec. Ça c'est très très bon. En haut de l'Islande ou au nord du Canada, il est écouté partout, donc voilà, on le salue. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir ce petit entretien, j'ai appris plein de choses et merci de m'avoir reçu chez toi. Mais c'est avec immense plaisir. Hein. Bon, bah à la prochaine, j'espère à l'année prochaine pour carrément, un nouvel avec épisode. Plaisir. Bonne continuation mec. Salut. Merci à vous d'avoir écouté ce 8e épisode jusqu'au bout. J'espère que cette rencontre avec Louri vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment passionnant de pouvoir rencontrer ce personnage hors du commun avec une histoire vraiment, vraiment inspirante, je trouve. D'ailleurs, on lui souhaite bonne chance car il partira prochainement traverser l'Atlantique avec son père. N'oubliez pas, surtout si cet épisode vous a plu, de le partager autour de vous, de laisser des notes et des commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez également me dire dans les commentaires ou directement sur Instagram quel genre de sportif vous aimeriez pour cette nouvelle année 2021 pour laquelle j'ai beaucoup d'ambition. Ça me permettra aussi d'y répondre directement à chaque fin d'épisode car je lis un de vos commentaires et cette semaine c'est celui de LMMM
CHTN, je sais pas comment le dire, qui me dit sur Apple Podcast, super podcast avec une belle diversité dans les épisodes à suivre. Écoute, j'essaye d'être le plus diversifié et j'ai toujours besoin d'apprendre. Donc si vous connaissez de nouveaux sports, si vous aimeriez que j'aille sur de nouveaux terrains, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires ou sur Instagram. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes. J'espère que l'année qui se présente devant nous sera meilleure que la précédente avec une pandémie qui s'en ira. En tout cas, après 3 mois d'existence du podcast, je peux vous dire que je suis encore plein d'ambition pour la suite. Il y a encore de nombreux épisodes à venir et on se donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel. C'était David pour le podcast La Ligne.